L'accouchement ne va pas faire l'éloge de l'activité physique, parce que tout le monde en est sensibilisé. Mais il faut savoir parler de quelle activité physique. Deuxièmement, pour qui elle est destinée, quel type de maladie, et comment apprécier cette activité physique pour qu'on puisse savoir elle a un effet bénéfique ou pas d'effet. Et donc tout ceci dépend de pas mal de petits arrangements qui touchent et à l'intensité, et à la durée, et à la symptomatologie du malade. Maintenant, je ne parle pas de l'activité physique destinée de loisirs ou destinée aux individus sains. Ça, je n'en parle pas, et c'est simple à coordonner. Par contre, celles qui touchent les maladies chroniques, ça demande beaucoup plus d'attention et de précaution. Oui, il faut le faire, mais qu'est-ce qu'on en met à l'intérieur de cette activité physique? Quel est le contenu? Quelles sont les activités physiques réellement faites? Comment les agencer? Et donc, c'est toute cette problématique qui a fait dire à certains moments à certains auteurs que l'activité physique, c'est une prescription médicale et non pas une recommandation ou un conseil qu'on donne. Et dans ce sens, je peux dire que d'abord la sédentarité est associée toujours avec un risque de maladies chroniques non transmissibles. Les maladies chroniques non transmissibles provoquent ou aggravent de nombreuses maladies cardiovasculaires, obésité, on en a parlé toutes ces 2 journées. Et en même temps que les maladies chroniques non transmissibles entraînent sur mortalité précoce élevée, ça c'est dit. Les arguments du consensus scientifique est en faveur de la promotion de la prise en charge basée sur le triptyque activité physique adaptée, médicaments, alimentation saine, font un fort niveau de preuve scientifique. Et donc, les recommandations de l'OMS et de sociétés savantes, c'est de faire de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, ça veut dire c'est le sujet qui n'est pas encore malade et qu'il faut prévenir. Secondaire, c'est lorsque la maladie est déclarée, mais on veut atténuer un peu les effets de la maladie, on joue sur les symptômes. Et tertiaire, on veut entraîner la maladie est là et on veut entraîner un peu un meilleur confort. Voilà. Donc, les maladies chroniques, de quoi parle-t-on? Les maladies chroniques sont multifactorielles. Il y a une prédisposition génétique, on en a parlé toute la journée. Il y a les facteurs environnementaux, là aussi on en a parlé. Et donc, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a une véritable pandémie. Il semble qu'à Constantine, chez les adultes, 50%, je vais faire un peu, sans exagérer, 50%, c'est les données de l'OMS, c'est les données récentes. 50% des femmes sont obèses. Et 36%, 35% des hommes sont obèses. Et donc, c'est une véritable pandémie. Et cette pandémie est à l'origine des complications que maladies cardiovasculaires, BPCO, cancer. Donc, c'est un véritable problème de santé publique. Et que la moitié
des sous qu'on attribue à la santé publique sont pris couvrent un peu ces maladies chroniques. C'est vous dire le coût important pour la société de ces maladies chroniques. Le pire, c'est que ces maladies chroniques évoluent de manière silencieuse. Et lorsqu'on s'en rend compte, c'est déjà 10 années de perdu. Et c'est pour ça qu'on attribue que le mot de dire la prévention primaire est beaucoup plus importante. Avant que la maladie se déclare, il faut qu'on arrive à sensibiliser les gens de faire de l'activité physique. Et toutes ces maladies chroniques ont comme substrat important, c'est celui du processus inflammatoire. On en a parlé ce matin pour dire que lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de l'organisme, ce déséquilibre va entraîner aussi des manifestations inflammatoires chroniques qui vont toucher pratiquement l'ensemble des organes. Et c'est pour ça que les complications touchent plusieurs organes en même temps. Alors, dans les maladies les plus prévalentes, on trouve la pathologie cardiovasculaire, l'obésité, le diabète de type 2 et les cancers. En particulier les cancers du côlon et du sein. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Tout le monde est convaincu que l'activité physique va avoir un effet bénéfique sur ces types de maladies. Alors, la recommandation de l'OMS, les recommandations générales, c'est améliorer l'endurance cardiovasculaire. Ça, c'est un des objectifs. Deuxièmement, dans ces conditions, on va jouer sur l'état musculaire, l'état osseux. Le fait de marcher, de sauter, ça va entraîner une travéculation importante et donc ça va éviter les fractures liées à la non-activité, par exemple. Réduire les risques des maladies non transmissibles et de la dépression. Et donc, en dehors des organes vitaux liés à la modification de l'oxygénation des tissus, en particulier les muscles, les maladies chroniques peuvent entraîner aussi de la dépression. Et donc, ce qui manque, ça complique un peu la situation. Et donc, ce qu'on préconise, c'est d'avoir un cadre formalisé. C'est de faire 40 à 45 minutes d'activité modérée d'endurance 3 fois par semaine. Ça, c'est pour l'activité de prévention pour monsieur tout venant, et donc pour madame de tous les jours et de tout le monde. Et donc, dans ces conditions, on peut faire ça. Et la combinaison de deux activités, celle modérée et soutenue. En même temps, il faut faire des exercices de renforcement, principalement des groupes musculaires, au moins 2 fois par semaine. C'est de faire des haltères légers, ça se voit maintenant, ou bien prendre une bouteille d'eau qu'on remplit de sable et on fait des mouvements avec lorsque on n'a pas les moyens de le faire, ou bien acheter des fils d'électricité, élastiques qu'on peut tirer qui peuvent entraîner un peu court-circuiter les difficultés qu'on a à faire, soit dans une salle, lorsqu'on peut faire ça à la maison et on peut sortir tout seul pour faire de la marche. Donc, si on veut faire de l'activité physique adaptée de manière de tous les jours pratiquement, on peut le faire sans aucun problème. Donc, l'activité physique doit être ciblée, par contre, pour les malades. Pour cela, il faut que l'activité physique doit être réaliste et rationnelle. Elle doit être basée sur un examen clinique rigoureux. Il faut qu'on sache pourquoi nous prescrivons cette activité physique, les capacités physiologiques et physiques du patient. Deuxièmement, suivre un programme des effets bénéfiques mesurés en termes de paramètres et d'indicateurs cliniques, physiologiques et biologiques. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait un suivi. L'activité régulière
adapté. S'il n'y a pas de suivi, ça ne sert à rien parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Troisièmement, c'est une prise en charge thérapeutique pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait des kinés, des physiologistes, des pathologistes. Tous ces gens-là peuvent contribuer. Et donc, c'est une activité, c'est une prescription médicale. Et un protocole individualisé et progressif. Je ne peux pas dire que vous devez faire, par exemple, les malades qui ont un BPCO, tous les malades qui ont un BPCO ne peuvent pas faire le même protocole. Tous les malades stentés ne peuvent pas faire le même protocole. Et donc, chaque individu on doit avoir une activité physique bien déterminée. Donc, quels sont les bienfaits de l'activité physique chez les malades porteurs de maladies chroniques non transmissibles? C'est la réduction du taux de mortalité, c'est l'amélioration des capacités cardio-respiratoires, musculaires et de la masse corporelle et de la répartition des tissus les plus sains. Améliorer les marqueurs biologiques et améliorer l'amélioration de la santé fonctionnelle, moins de risques de chute. Et vous savez, plus on progresse dans l'âge, plus les problèmes d'équilibre et les problèmes de chute sont importants. Et en même temps, une meilleure fonction cognitive et meilleure qualité. C'est ce qu'on recherche, donc il vaut mieux vivre longtemps, mais dans de bonnes conditions de vie. Et donc le contexte actuel, l'homme vit en réduisant sa dépense énergétique, changement de comportement alimentaire et donc changement de la sédentarité peut nous protéger contre l'obésité, les maladies métaboliques et cardiovasculaires. Les objectifs de l'activité physique régulière adaptée, c'est d'améliorer le métabolisme des lipides et des glucides, et on en a parlé longtemps, réduire la surcharge pondérale et prévenir le risque cardiovasculaire et métabolique. L'atteinte de ces objectifs nécessite une activité régulière adaptée et un protocole individualisé, on a déjà précisé ça. Et donc cette activité vise à déterminer le profil fonctionnel cardio-respiratoire métabolique et les fréquences cibles, sur quoi on doit baser le niveau d'activité et puis l'importance de cette activité. On doit connaître les symptômes d'origine qui limitent l'exercice pour mieux adapter cet exercice, en particulier les dyspnées, les douleurs thoraciques et ou musculaires, la fatigabilité et le malaise à l'effort. Tout ça doit être quantifié, colligé sur un carnet du patient pour mieux apprécier l'effet et les bienfaits de cette activité physique. Deuxièmement, l'efficacité, apprécier l'efficacité des médicaments sur le point de vue métabolique, cardiovasculaire et respiratoire. Et donc, ceci aboutit à un protocole des maladies, un protocole de réhabilitation. Pour cela, la prescription médicale, quel préalable? Il faut faire un examen clinique, l'ECG, épreuve d'effort métabolique, électrocardiogramme, bilan rénal, fondé, recherche d'une éventuelle maladie cardiaque autonome. Tout ceci, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut le faire? La question qui se pose, c'est de voir d'abord quelle est la symptomatologie, mais maintenant, lorsque ces examens deviennent obligatoires pour déterminer, parce que c'est la santé du malade qui est importante, avant de donner une prescription à type d'activité physique qui ne sera plus adaptée, et ça sera désadapté, elle peut avoir soit être sans effet, soit avoir des effets néfastes. Et donc, dans ces conditions, il faut faire un examen médical rigoureux. C'est à partir de l'examen médical rigoureux qui va être le déterminant de la suite des explorations à faire. Activité physique, ça c'est les contre-indications, c'est connu de tout le monde pratiquement. Et donc, protocole de réhabilitation individualisée, il peut être standardisé, ça c'est pour monsieur tout le monde,
mais individualisée lorsqu'il s'agit d'une maladie bien déterminée. Et donc la prise en charge des maladies, elle repose sur la triptyque, on en a parlé, traitement médicamenteux, mesures hygiéno-diététiques et activité physique régulière. Et bon, on peut aussi avoir un indicateur pour ce qui est du diabète, apprécier HbA1c qui doit être autour l'objectif de mettre à 6,5 et hiérarchisation argumentée de la prise en charge. Diabète type 2, activité physique, oui, mais dans un cadre d'un projet thérapeutique. Agir sur le contrôle de la glycémie au stade précoce de la maladie et sur les facteurs de risque. Voilà les objectifs essentiels. Mais tout ça, c'est pour déterminer quel est le niveau d'activité. Ce niveau d'activité dépend des complications, des comorbidités qu'a le diabétique. Dans ces conditions, quels sont les bienfaits? C'est efficacité, donc agir, augmenter l'efficacité de l'activité insuline au niveau de tissu, agir sur le contrôle du poids, donc augmenter la masse maigre mais diminuer la masse grasse, augmenter la forme physique et psychologique du sujet, protéger contre les facteurs de risque métabolique et cardiovasculaire et retarder le vieillissement du corps humain, et en particulier au niveau des os, parce que la plus importante activité, c'est d'augmenter la capitulation, le renforcement, l'ossification normale et la consolidation des os. Et donc pour cela, il faut faire à peu près 3 heures par semaine d'activité physique avec les protocoles dont j'ai déjà parlé. La prévention secondaire et tertiaire de ces maladies cardiovasculaires, ça a un caractère protecteur, en même temps un gain en mètres, on a remarqué qu'un gain d'1 mètre entraîne une diminution de la mortalité de toutes causes confondues et de la mortalité cardiovasculaire de 10 à 12% en prévention primaire et secondaire. L'activité physique, donc, c'est le sujet porteur d'insuffisance cardiaque stabilisée, une diminution significative de la mortalité, et donc c'est un niveau de preuve scientifique élevé. Le cancer du côlon, aussi sur le cancer du sein, on en a parlé ce matin. Et donc, en conclusion, 3 piliers: régime alimentaire, activité physique adaptée et traitement approprié. Et donc, les 2 mots les plus importants, c'est l'activité physique régulière, mais surtout l'activité physique adaptée et le traitement approprié. On ne peut pas prescrire une activité physique chez les malades porteurs de maladies chroniques si on n'a pas pris la précaution d'adapter cette activité physique. Et ça veut dire donner une activité physique ne veut pas dire arrêter le traitement. Et donc 45 minutes de marche d'intensité moyenne, 5 jours par semaine, améliore la santé et la qualité de vie de ces malades. Donc le traitement, la prise en charge, elle est pluridisciplinaire, elle est décloisonnée. Une formation croisée et une qualification des différents acteurs. Il ne suffit pas d'aller seul et dire que je vais faire cette réhabilitation. Cette réhabilitation nécessite aussi l'activité d'autres collègues ou partenaires, mais une complémentarité entre les enseignants de l'APP et les autres prescripteurs de la santé, médecins paramédicaux, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, et je n'oublie pas les gens du STAPS qui vont aussi contribuer à cette prise en charge. Et donc ça va devenir un protocole concerté pour un gain d'autonomie et de qualité de vie. L'APP est un vecteur de rapprochement interprofessionnel et de valorisation des acteurs. Et je vous remercie.